Continue and welcome everyone. Good Donc, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, bienvenue à tous. Donc, bonjour à tous du monde entier. Donc, merci à tous ceux qui viennent nous écouter en direct et vous allez pouvoir écouter en fait l'enregistrement de ceci plus tard. Et donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos panélistes. Commencer bientôt. Et donc, il est important de prendre une petite pause et puis dire que nous allons nous tenir, enfin, nous présenter notre solidarité à nos collègues et amis en Ukraine et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour leur apporter soutien matériel ou émotionnel. Donc, 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 sachez qu'il y a une traduction vers le français disponible pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, il est très important dans notre domaine et dans la pratique de la pharmacie. Et ce domaine est vraiment, représente une importance, une pertinence particulière pour moi par rapport à notre rôle dans la vaccination. Donc, ce webinaire se concentre sur la région africaine. Donc, je suis Ronald Bluth et je vous parle en direct du Canada. Donc, toute l'année dernière et j'ai été en fait le coprésident de Pharmaceutical Forum of Canada et responsable d'une association basée aux États-Unis pour la pharmacie. Dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons avoir donc une discussion de panel par rapport à donc l'ensemble du panel en fait consiste en des pharmaciens et ils vont pouvoir participer et présenter leurs réflexions. Donc c'est pas simplement autour de la pandémie qui vient de nous toucher, qui nous touche encore, mais vraiment autour de la vaccination de façon générale dans le monde. Dans beaucoup de pays, la vaccination est centrée autour de la vaccination infantile et il y a des voies sur un accès facilité pour pouvoir accéder à la vaccination pour des nombres de plus en plus importants de gens et puis surtout pour que les personnes qui aient le moins d'accès puissent quand même être vaccinées, donc leur apporter des conseils et puis le service de la vaccination. Donc on va discuter au cours de cet événement de tout ce qui sous-tend les questions et les activités de vaccination dans les régions africaines. Et donc, toutes ces informations seront aussi fournies aux autorités de régulation et aux prescripteurs, au personnel de santé. Donc, nous avons beaucoup de champs à couvrir au cours de ce webinaire et je ne suis que l'un des modérateurs du webinaire aujourd'hui. Donc, je voudrais vous présenter mes co-modérateurs et modératrices. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Jocelyn Chaliba, qui est la vice-présidente de la African Pharmaceutical Forum et qui est la présidente aussi de la Retail Association. Elle a travaillé en pharmacie hospitalière et enseigne aussi Polytechnic dans, School and also à mentors le undergraduate. Harare Polytechnic School et, est également le mentor pour des étudiants en pharmacie. Oui. Jocelyne est actuellement en fait elle est l'éditrice en chef du African Pharmaceutical Journal. Donc, je vais lui souhaiter la bienvenue et elle va prendre le relais. Mais je voudrais avant cela apporter à votre attention certaines informations. Donc, cet événement est enregistré et sera en direct sur le YouTube de FIP et par le lien events.fip.org. Donc, vous aurez des certificats de participation qui seront émis par FIP
à tous ceux qui participent et ces certificats seront aussi émis au bénéfice des personnes qui auront regardé ce webinaire, même ultérieurement. Donc, vous pourrez poser vos questions en utilisant le chat et vous êtes invité également à apporter votre point de vue et puis à donner vos impressions sur webinars@fip.org. Donc, nous vous invitons à devenir membre et à rejoindre FIP à www.fip.org, membership.registration. Et je peux vous dire de mon expérience personnelle que la participation à être membre de FIP, de la FIP, ça me permet vraiment, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices et m'apporte une meilleure pratique de mon travail. Donc, si vous êtes un pharmacien ou alors un scientifique, un chercheur impliqué en pharmacie, veuillez considérer de rejoindre et de devenir un membre du FIP. Et nous avons vraiment de la chance d'avoir un sponsor pour un parrainage, le parrainage de GSK pour ce type d'événements internationaux. C'est important de savoir que GSK, en fait, FIP a un programme qui est développé de façon indépendante. Et voici notre panel d'aujourd'hui, notre extraordinaire panel qui va parler avec vous. Donc, on a eu quelques difficultés de contact, enfin de connexion par rapport à certains de ces panélistes, mais nous vous invitons à les remercier et puis à les écouter. Donc, Jocelyne va les présenter dès que j'aurai fini de présenter le programme d'aujourd'hui. Donc, le programme est vraiment très simple. Donc, la présentation des modérateurs et puis une discussion en table ronde, des questions-réponses, une séance de questions-réponses. Et on va pouvoir lire les questions que vous aurez mises dans le chat et ensuite des remarques de clôture avant de finir. Et puis, nous allons vous souhaiter une bonne continuation. Donc, les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, à la fin de cet événement, les participants devront avoir la capacité à identifier en fait ce qui sous-tend et les obstacles liés au paysage réglementaire de la vaccination dans leur région. Apprendre des exemples de meilleures pratiques en termes de coopération interprofessionnelle et le partage des tâches qui impliquent les pharmaciens dans la zone de vaccination. Explorer les plans de passage d'une réponse en période de pandémie à une période d'endémie. Donc, sans plus attendre, je passe à Jocelyne pour qu'elle allume son micro et que présente nos panélistes. Donc, merci. Merci pour cette présentation vraiment brillante. Et donc dans ma pratique de pharmacie et tout ça, donc je suis très honorée d'être une des modératrices de cette réunion. Et pour commencer, parmi nos panélistes, nous avons des panélistes qui viennent de différents pays africains qui évoluent dans différentes directions et qui font face à des problèmes différents et qui développent des réponses différentes à la manière dont ils se sont occupés de la pandémie de Covid-19. Le premier de nos panélistes est le pharmacien Samuel Adekola. Il est pharmacien de profession et il a été le président de la ACPN et qui s'occupe de l'activité pharmaceutique. Donc, de nombreuses manières, Samuel Adekola apporte une contribution vraiment
importante à tous les aspects de son travail et merci et bienvenue. Le suivant, c'est Portifa Amwendera, qui est aujourd'hui le président de la Pharmaceutical Society of Zimbabwe, dont je suis membre moi-même. Monsieur Mwendera a une expérience de la pratique de la pharmacie communautaire, c'est-à-dire la pharmacie de ville, depuis 2002. Il a été membre de la Pharmaceutical Society depuis 2003 et donc l'actuel président. Et pendant toutes ces années, il a vraiment développé sa pratique en tant que pharmacien et puis en tant que membre de la Pharmaceutical Society. Et il a vraiment passé beaucoup de temps et a apporté beaucoup au développement de la société pharmaceutique du Zimbabwe. Interfaces with the public. Welcome, Mr. Donc, Mandela. bienvenue à Monsieur Mandela. Then the next presenter, Ensuite, le présentateur suivant est Monsieur Frank Nana, qui est le président du Conseil national des pharmaciens du Cameroun. He was elected in January 2021. Donc, il a été élu en 2021, au cours d'une conférence à Yaoundé. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous allons pouvoir partager votre expérience en termes de vaccination. Merci. Et puis le suivant, parmi ces panélistes, sera un pharmacien, Amat Niang, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. I can't read French, but I think Je ne peux pas lire le français, mais je pense que la plupart d'entre vous comprennent ce que ça veut dire, Ordre des pharmaciens du Sénégal. Merci et bienvenue à cette présentation. Et cette association, en fait, réunit les pharmaciens et les pharmaciens vétérinaires ensemble. Donc, il est responsable dans le système de santé de son pays et bienvenue dans ce panel. our next panelist Et le panéliste suivant est Monsieur Lucas Niabero. he has got a doctorate Et il Massachusetts a un doctorat de l'Université du Massachusetts et de Rochester. Et at several Phoenix area hospitals, including Scottsdale Health Care and Arizona Heart Hospital. il travaille en tant que pharmacien. Il a travaillé dans différentes pharmacies autour de Phoenix, dans la zone de Phoenix, y compris à Scottsdale et Arizona Heart Hospital. Accurate, Donc, il va jouer un rôle dans accurate algorithms will provide data for precision or personalized medicine, which will support preventive health care and ultimately optimal wellness. Welcome, Dr. Nyabero. Bienvenue à Dr Nabero. Then we have our next presenter, Et ensuite, notre présentatrice suivante est une pharmacienne. J'espère que je prononce bien son prénom, Ezine Onwegwe, qui est une coordinatrice de programme en Éthiopie. She's a trained pharmacist. Elle est une pharmacienne et pratiquante avec beaucoup d'années d'expérience dans les systèmes de santé publique en Afrique. The revamping to a state of wide Donc, elle a été responsable en fait de la Drug Revolving Fund au Nigeria. Elle a contribué à plusieurs réactions à différentes crises en Afrique et elle a géré de nombreux projets en Afrique qui étaient en fait organisés par la CDC dans la région d'Afrique, dans le sud de l'Afrique. Actuellement, en fait, elle travaille autour de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale sur le continent africain par le biais de l'acquisition des vaccins, de leur livraison et puis de la fabrication. Bienvenue. Donc, notre présentatrice suivante est Jamila Harris et elle est la
Elle est la présidente de l'Association des pharmaciens des pays lusophones. Donc, elle a une grande expérience de la régulation médicale, à la fois du point de vue, du point de vue régulateur et du point de vue industriel. Elle a travaillé auparavant autour de la question des autorisations marketing, le marketing médical et des procédures de pharmacovigilance. Donc, elle a la capacité de mettre en œuvre des solutions et dans des conditions vraiment très, très difficiles, elle a réussi à mettre en place une autorité de régulation qui fonctionne bien, qui fonctionne de façon efficace et durable et participe à l'amélioration continue dans ce secteur régulatoire. Donc, sa capacité à communiquer de façon efficace avec différentes parties prenantes a rendu possible en fait la coordination d'équipes spécialisées qui ont été amenées à produire et à discuter donc la législation concernant l'alimentaire, les secteurs alimentaires et le secteur pharmaceutique, ce qui a amené à une meilleure régulation de secteurs qui visent en particulier la santé publique et le développement économique. Donc, la législation pharmaceutique qui a été publiée inclut la méthodologie de prix, un système intégré de surveillance du marché pharmaceutique et des bonnes pratiques. Bienvenue. Et le suivant, il s'agit de Monsieur Redouane Soualami, qui est un pharmacien spécialisé dans les économies de la santé et qui a une maîtrise dans l'économie de la santé. Il est le fondateur de l'Association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger, la ZEPA, qui est représentée en tant que président dans la région africaine en tant que IPSF. Donc, il est le membre fondateur de la FAP, et il en est le premier conseiller dans le conseil d'administration. Bienvenue dans ce panel, Dr Salami. Et puis ensuite, nous avons finalement notre dernier panéliste est Monsieur Imoibobo Williams, qui est un pharmacien de santé publique actuellement engagé en tant que gestionnaire de projet sur le Global Health Security Project, un projet financé pour la santé, la sécurité sanitaire par le CDC. Donc, il a une très, très forte compétence dans la conception des systèmes pour la surveillance de la sécurité médicamenteuse, y compris sur les questions d'amélioration de la qualité, et puis la surveillance intégrée, la réaction, et puis le renforcement des systèmes de santé. Bienvenue, Monsieur Williams, à ce panel. Merci et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous. Donc, vous allez pouvoir mettre vos vidéos à mesure que l'on continue la discussion. Je vais appeler chacun pour éteindre leur vidéo et puis se mettre en silencieux, donc mettre en off leur micro. Donc, je vais demander aux panélistes de lancer leur vidéo. Bienvenue. Bienvenue à tous les membres présents ici aujourd'hui. Je voulais juste vous remercier de consacrer votre temps et puis de faire partie de ce panel pour apporter votre contribution et de ce qui a été dit par mon co-présentateur, Mr. Goose. Donc, on va lancer la discussion. Je vais commencer par mon président, qui est le Mr. Mandela. Monsieur Mandela.
Donc, ma première question est autour de la vaccination parce que, en fait, notre question, c'est la couverture vaccinale. Est-ce qu'il y a un besoin d'améliorer, en fait, est-ce qu'il y a besoin d'améliorer les taux de couverture vaccinale dans votre pays, dans votre région? Oui. Bonjour, bon après-midi à tous ceux qui écoutent et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Oui, je pense il y a un véritable besoin d'améliorer les taux de vaccination surtout de façon transversale sur tous les groupes d'âge. Et surtout par rapport à ce qui touche le monde actuellement. Donc, en arrivant au milieu de cette question de la pandémie de COVID-19, et de la manière dont on accède à la vaccination localement. Donc, non, je l'ai perdu, désolé. Désolé, son son était difficile à suivre. Donc, je voudrais demander la perspective du Nigeria. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, au coordinateur. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a, un besoin d'améliorer les taux vaccinaux sur tous les âges dans ma zone? Parce que à l'heure où je parle, le niveau de couverture vaccinale, en particulier, donc pour la vaccination au Nigeria, c'est moins de la moitié. Donc, pour des problèmes tels que la polio, donc je pense que le pays s'en sort pas trop mal, s'en sort plutôt bien. Mais quand on parle d'autres vaccinations, d'immunisation de routine, des services vaccinaux de routine, on peut dire qu'on n'a pas on n'en tire pas le meilleur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la zone des RRA. On n'a pas accès à des hôpitaux et en particulier à des hôpitaux publics. Donc même des vaccinations de routine ne sont pas effectuées dans beaucoup d'endroits. Beaucoup de nos citoyens, la majorité, qui vivent dans les zones rurales, je l'ai perdu. Désolée, je n'entends pas. Non. Désolée, vous étiez en mute, en silencieux, donc est-ce que vous pouvez? Donc, il est tout à fait nécessaire d'augmenter et d'étendre ou améliorer la couverture vaccinale sur l'ensemble du Nigeria. Merci. Merci. On peut… donc, qu'est-ce qui se passe au Cameroun en termes de couverture vaccinale? No sound. Monsieur Frank Nana? Bonjour. Hello. Docteur Abikola? Donc, je ne vois pas le Cameroun. Est-ce que vous êtes présent? Donc, désolé du Cameroun. On va revenir, mais du Sénégal? Et comment voyez-vous le taux de couverture vaccinale dans votre pays du point de vue d'information et qu'est-ce qui se passe dans votre nation au Sénégal?
Donc, je crois que ça lui a été difficile de venir et qu'il va pouvoir y arriver. Donc, je vais maintenant demander à la personne suivante. Je vais demander à From CDC perspective. de la perspective du CDC, du CDC. You can tell us what you Dites-nous that perspective. de votre perspective sur la question du taux de vaccination, du taux de couverture vaccinale. Donc, je ne vais pas parler d'un pays en particulier, ça va être au niveau continental et d'un point de vue de santé publique. Donc, il y a des programmes qui s'en sortent bien sur le plan, le polio, par exemple, s'en sortent bien. Et puis, il y a aussi des programmes qui s'en sortent moins bien. Et il y a certaines circonstances qui rendent les choses difficiles pour certains programmes. Donc, des zones qui sont difficiles à atteindre. Donc, tout ceci affecte la couverture vaccinale. Et je vais parler du Covid également parce que ça correspond à beaucoup de ce que je fais actuellement. Donc, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Donc, il y a un énorme besoin d'améliorer la couverture, évidemment. Pas- Donc maintenant, le Covid représente un pourcentage important parce que ça, pour le continent. Donc, on essaye d'atteindre 70% vers la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Et donc, ceci, donc, il il y a un réel besoin, vous savez, de demander plus, d'essayer d'atteindre plus, de sensibiliser, de faire plus de choses, d'être plus créatif dans nos initiatives en termes d'engagement, des campagnes d'engagement et d'initiatives pour améliorer les taux de vaccination, non seulement pour le Covid, mais contre les autres maladies. Thank you very much. Merci beaucoup. That's a perspective I was just Et vous avez donné des perspectives de différents pays. Donc, on a eu le Zimbabwe, malheureusement, du Cameroun. On a quelques défis auxquels il faut qu'on fasse. On fait face à des défis pour la connexion. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas tout avoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant de la perspective de votre pays? Donc, moi, je suis Dr Nyabero de Kenya et je veux donner une perspective différente. Et cette perspective, c'est que souvent, si vous regardez les niveaux d'immunisation parmi les enfants, c'est plus grand. C'est plus grand que pour les autres groupes. Et je pense que c'est partiellement parce que la formation et l'éducation est différente par rapport à la question d'est-ce qu'on doit faire quelque chose ou pas. Et je pense qu'en fait, on l'a perdu. Pourquoi l'immunisation est nécessaire? En fait, c'est très, très important par rapport aux objectifs de ce qu'on veut faire. Donc moi, je crois très fortement à l'éducation parce que quand les gens ont compris et croient en quelque chose, ils sont beaucoup plus volontaires pour le réaliser. Et donc, des programmes personnalisés pour la vaccination, effectivement, sont peut-être plus efficaces. Donc, si on parle de couverture vaccinale, on devrait parler aux gens pour qu'ils puissent décider où ces vaccinations sont effectuées. Et donc, là-dessus, et généralement, je comprends, ce que je comprends par rapport aux différents pays, c'est que
la vaccination pour les adultes n'est pas aussi répandue que celle qu'on obtient pour les enfants, peut-être à cause de la volonté politique et puis d'autres questions dans les différents pays. Et en particulier autour de la question du Covid qui est le nouveau venu, le new kid on the block qui vient d'arriver. Donc, j'ai parlé avec le docteur Williams. Excuse me, I wanted to add, sorry. Non, excusez-moi, je voudrais ajouter que donc, le docteur Williams, est-ce que vous pouvez prendre l'opportunité de parler de la vaccination anti-Covid et de ce que vous pensez de la couverture vaccinale? Oui, oui, bien sûr, actuellement. Merci beaucoup pour cette opportunité. Euh, je vais parler de la perspective nigériane. La couverture pour la couverture vaccinale de Covid est vraiment basse. C'est très bas. Même par rapport à la couverture africaine. Donc, pour toute la zone africaine, en fait, les chiffres sont bas. Donc, les gens qui ont eu au moins 2 doses, c'est-à-dire entièrement vaccinés, c'est moins de 8% de la population éligible. Donc, le Nigeria était capable de vacciner à peu près 51% de la population et aujourd'hui, en fait, on stagne à 9 millions de personnes qui ont eu la vaccination totale et la couverture vaccinale est vraiment faible. Et c'est important d'avoir cette conversation ici et maintenant à l'heure où on l'a, parce que l'étape suivante, c'est comment est-ce qu'on passe au-delà. Donc, l'association. Donc, on essaye d'optimiser et d'améliorer en fait ces taux de couverture, mais vraiment, ça n'avance pas comparé aux pays occidentaux. Juste pour rajouter ma voix à cette perspective. Donc, je pense qu'on a eu la perspective de. Et je voudrais passer à la question suivante qui est donc en fait, qui sont les principaux fournisseurs de ces services de vaccination et quels sont les lieux où les personnes ont accès à la vaccination dans vos pays, dans vos régions. Et donc, pour pouvoir en fait regarder ou répondre à la question de comment améliorer. Donc, je vais peut-être commencer avec les Nigérians. Donc, du Nigeria, Imoibo Williams. Dr Williams, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, Dr Williams. Donc, pour le Nigeria, donc les fournisseurs clés pour les services d'immunisation, de vaccination, c'est en fait l'agence nationale qui est l'institution coordinatrice par rapport aux soins primaires. Donc, ils sont les fournisseurs clés et ils sont ceux qui sont agréés par le gouvernement. Donc, maintenant, donc, en fait, les institutions primaires et même les cliniques privées sont les lieux où on peut avoir accès et on essaye de réfléchir à comment atteindre des zones plus éloignées. Donc, des activités telles que l'immunisation primaire, donc les vaccins NOPV qui sont actuellement sur des immunization activity. So typically, it's the National Primary Healthcare Development Agency. They are, the responsible. Donc, c'est les agences gouvernementales qui sont en fait responsables, qui sont directement en charge de la vaccination dans notre pays. Merci. Merci. Donc, les régulateurs pour la région d'Afrique. Non, je pense que je vais passer.
Je voulais Belarus, she's parler avec and when it comes to where you get this, how does the regulation la question de de quelle manière les réglementations affectent l'accès à la vaccination de votre point de vue. Et puis ensuite, on saura, enfin, on entendra ce qui se passe pour les pays et comment c'est mis en œuvre et contrôlé. Merci Jocelyne. Donc, bonjour à tous les panélistes. Merci de cette opportunité et je vous remercie de l'invitation que vous m'avez envoyée. Juste pour clarifier, actuellement, je ne travaille pas en tant que régulatrice. Auparavant, j'ai été donc la régulatrice au Cap-Vert dans l'agence de régulation nationale, l'agence nationale de régulation. Et actuellement, je suis en fait je suis la coordinatrice pour les pays lusophones. Et de ce point de vue, je devrais mentionner donc tous les pays de la FPLP, tous les pays lusophones, Angola, Mozambique. Et le challenge, c'est qu'on parle la même langue, mais les indicateurs de santé sont tout à fait différents et les priorités sont tout à fait différentes et les couvertures vaccinales sont également très différentes. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis d'accord avec les collègues du Kenya, je pense, de Lucas, je pense, qui a dit que pour les adultes, en fait, la situation est pire pour les adultes que pour les enfants, parce qu'en ce qui concerne la vaccination, le taux pour les enfants, en fait, c'est quelque chose qui est pris en charge par le ministère et ça fait partie, en fait, des consultations obligatoires et les choses sont à peu près prises en charge. Donc, la santé des enfants est prise en charge et on s'assure que la vaccination est remplie. Donc, ils ont un schéma vaccinal, mais il y a de nombreuses différences. Par exemple, on peut dire que nous avons des bons taux par rapport au tétanos néonatal, par exemple en Angola. Mais ensuite, si on parle de la rougeole, ça n'est que de 40%, par exemple, en Angola. Et, et ça monte à 86% au Cap-Vert. Donc, ici, je parle de situations très différentes, de réalités qui divergent et de priorités qui divergent également et les réglementations qui vont aussi être différentes selon les pays. Et ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'il y a des inégalités par rapport à l'accès aux vaccins dans les zones rurales. Pour les gens qui n'ont pas un tel niveau d'éducation, l'éducation, la sensibilité, les sensibilisations, les campagnes, ça reste vraiment des domaines dans lesquels il faut faire des efforts importants et qu'il faut continuer à construire pour impliquer les personnes dont le niveau d'éducation en termes de sensibilisation à la santé reste encore faible. Donc, en termes de régulation, je pense que dans ces pays que je connais, je ne dirais pas que le cadre réglementaire représente une barrière en soi. Je pense que c'est plutôt des choses qui sont mises en place. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je suis à votre disposition pour toute clarification après. Merci beaucoup. Je pense que vous avez été claire parce que les différences dans les différents pays et vous avez présenté donc en fait des résultats différents selon les différents indicateurs. Et puis, il y a aussi la question des volontés politiques pour chacun des pays. Merci beaucoup pour votre clarification. Docteur Swanami, je peux vous passer le micro? Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi à chacun.
Merci. Donc, je suis Redouane Soualmi. Donc, je suis de la fédération algérienne. Je vous remercie vraiment pour cette opportunité. Juste pour vous dire mon point de vue donc, sur l'expérience algérienne par rapport à la vaccination. La situation de Covid, ça a été unique pour nous. Nous avons essayé de contribuer afin d'augmenter les taux de vaccination. Et en tant que soignant, en tant que professionnel du soin, nous avons discuté avec le gouvernement afin de promouvoir, en fait, de faire en sorte que les pharmacies soient les points d'accès à la santé. Et comme vous le savez, dans beaucoup de pays dans le monde, on a autorisé les pharmacies à effectuer les vaccinations. Donc, nous avons convaincu le ministère de la Santé de permettre que les vaccinations puissent se faire dans les pharmacies de ville. Mais je pense qu'après 8 mois, à mon avis, je crois que c'était 8 mois après que cette autorisation a été accordée, quand on a fait le bilan, nous avons pensé qu'en tant que soignants, nous avons essayé d'obtenir donc la possibilité de vacciner, mais aujourd'hui, nous sommes un peu surpris par rapport aux résultats parce qu'en fait, le nombre de patients qui vont en pharmacie pour obtenir une vaccination était très faible. Peut-être, est-ce que c'était dû au Covid et puis à l'incertitude des patients par rapport à la question de la sécurité et puis l'efficacité. En fait, est-ce que c'était ces raisons-là ou alors est-ce que, on a dit qu'en tant que pharmacien, on pouvait jouer un rôle, mais en fait, il apparaît que notre contribution n'est pas aussi forte par rapport à augmenter les taux de vaccination. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, notre rôle en tant que dans notre organisation n'est pas simplement de demander de demander, par exemple, à obtenir d'être les centres de vaccination, mais il faut qu'on puisse aussi participer en termes d'éducation. Par exemple, dans des pays comme le mien, la pharmacie de ville, la pratique est plus commerciale plutôt que cette question du soin pharmaceutique. Et en fait, il y a beaucoup de travail à faire pour amener les pharmaciens à un niveau supérieur en matière de fourniture de soins pharmaceutiques, par exemple, comme la vaccination, par exemple. Pas simplement pour le Covid, mais aussi pour le reste. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on promeuve plus. Il nous faut absolument, la discussion, elle est autour de comment est-ce que nous amenons le pharmacien à ce niveau en termes de sensibilité, d'engagement, d'éducation, etc., etc. Merci beaucoup. C'était une présentation intéressante. Donc, comment les pharmaciens ont été autorisés à vacciner tout à fait pendant le Covid, mais on ne sait pas exactement pour quelles raisons. Peu de gens ont eu recours à cette possibilité de se faire vacciner dans les pharmacies. Est-ce que ça vient des patients ou est-ce que ça vient des pharmaciens eux-mêmes? Donc ça, c'est une discussion que l'on va peut-être à laquelle on va peut-être consacrer d'autres réunions. Mais la question des changements réglementaires, donc sur comment améliorer l'accès à la vaccination en la confiant aux pharmacies. Donc, Dr Nebaro du Kenya. Donc, deux ou trois choses. La première chose, je reviens à pourquoi les pharmacies. Donc, tout le monde va à la pharmacie. Donc, on n'a pas à payer pour y aller, il faut juste rentrer. Et pourtant,
en ce qui concerne la vaccination et tout ça, ben, on n'est pas, il semble qu'on n'ait pas l'enthousiasme ni du public, ni des politiciens, ni des législateurs. Et donc, en fait, il semble que les gens on ne comprenne pas totalement la valeur de la valeur ajoutée que peut apporter la pharmacie au système de santé. Et je pense que c'est parce qu'on est très modeste. Peut-être qu'on croit qu'on peut avoir un impact important, mais en fait, et- mais en, en fait, en termes de sensibilisation, il faut augmenter la sensibilité au fait qu'en tant que contributeur, on peut vraiment faire plus. Et l'autre raison pour laquelle, en fait, je pense que les pharmacies ne sont pas reconnues et n'ont pas le rôle qu'elles devraient avoir, c'est et que c'est par rapport aux enfants. euh, ah, les enfants, on les amène vers les cliniques et c'est là qu'on les vaccine, alors que pour les adultes, euh, en fait, les enfants ont besoin de ces vaccinations pour pouvoir survivre. Mais en fait, à mesure qu'on vieillit, eh ben, l'importance se dilue de ce geste. Et on en revient donc à cette question de l'éducation, pour que les gens comprennent pourquoi c'est important de le faire. Et à mesure que cette importance va être perçue, eh ben, la sensibilité au fait que la vaccination est importante va arriver. On parle d'accès de la part de différentes institutions, mais non. La réponse à votre question est compliquée. Il y a certains endroits où c'est accessible et d'autres pas. Donc, je pense qu'il faut que les politiciens, les législateurs doivent comprendre ce dont on a besoin pour qu'ils puissent soutenir en fait les outils qu'il faut mettre à notre disposition. Et dans d'autres pays, qui peut partager son expérience de ce que c'est que d'être une pharmacie de ville, une pharmacie communautaire? Donc, Dr Adikola du Nigeria, allez-y. Et je pense, oui, qu'effectivement, donc, le son est difficile, je suis désolée. Ah. Constituted right now, you know that our friends, our colleagues, the medics are before everyone. Je suis désolée, c'est difficile de le suivre, je n'ai rien compris parce que le son était entrecoupé. Donc, c'est un challenge parce que les politiques autour du travail des pharmacies who has given us a little opportunity in Nigeria, but we have also fought so hard and tough at this last 3 years to challenge the status quo, which is one of the reasons why only in December pharmacists community pharmacists were given the opportunity to come into vaccination for the COVID. Désolée aux personnes qui écoutent en français, le son est très difficile à suivre sur l'anglais. The need for us to have a deliberate push on policy and not leaving it to the individual country. But voilà, je voudrais insister sur le fait que pour nous, il est très, très important d'avoir un soutien et que ce soit un soutien délibéré. Pour que les gens puissent voir en fait le bénéfice, la valeur ajoutée d'avoir à leur disposition des pharmacies. Merci. Donc,
il faut quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Peut-être quelqu'un d'un pays où les défis par rapport à l'accès aux pharmacies communautaires est un défi, avant qu'on passe au suivant. Okay. Thank you. Maybe at this stage, I can ask Dr. Gus to Donc, je vais peut-être demander à Dr. Gust de prendre le relais with et de continuer we have. avec certaines des questions que nous avons pour nos intervenants. Thank you very much, Jocelyn. I appreciate that. Donc, merci beaucoup, Jocelyne. J'apprécie beaucoup et ce que l'on apprend, c'est qu'il y a vraiment des défis de toute nature dans cette région et que ça se devient aussi un défi pour nous que de faire le bilan de ce que sont les besoins et de savoir où sont. Donc, je voudrais demander aux intervenants, et donc je vais un petit peu vous mettre, je vais vous demander de lever la main si vous voulez participer également. Vous connaissez votre région mieux que moi et que les gens puissent participer en fait à donner des réponses. Levez la main. Donc, quels sont les cadres réglementaires et puis est-ce que vous pouvez nommer des stratégies qui ont pu réussir par rapport au soutien aux pharmaciens, par rapport aux vaccinations? Et puis aussi, est-ce que vous pouvez, donc par rapport aussi aux campagnes pour encourager les gens à se faire vacciner. Donc, je vais également, je sais que Jamila a été une régulatrice, même si elle n'est plus dans cette zone, mais je pense que vous devez avoir une certaine expérience des stratégies qui permettent, qui pourraient être mises en place face aux besoins des régions pour que les pharmaciens puissent être en pointe par rapport aux campagnes vaccinales. Est-ce que vous pouviez? Oui, oui, merci pour cette question. Bon, pour la région, pour les régions lusophones, les pharmaciens ne sont pas directement impliqués dans l'administration des vaccins, pour l'instant non. Et bien sûr, le cadre légal ne le prédit pas encore, mais pour tous les pays, la situation est qu'il n'y a pas suffisamment de pharmaciens. Et puis, le problème n'est pas une question des pharmaciens et du cadre légal, mais une question, la discussion n'est pas encore sur la table parce qu'il n'y a pas suffisamment de pharmaciens, parce qu'il n'y a pas une main-d'œuvre suffisante disponible. Par exemple, l'OMS recommande un certain nombre de pharmaciens par millier pour une population de 2000. En Angola, on a 30 fois moins et Guinée-Bissau, eh ben, on a même 50 fois moins. Et je sais que c'est une recommandation générale, globale, mais en fait, le problème, c'est que nous devons d'abord augmenter notre force de travail, c'est-à-dire les ressources humaines disponibles, mais former ceux qui existent déjà, les spécialiser et puis ensuite avoir les conditions pour pouvoir promouvoir en fait le changement du cadre légal. Mais pour les 5 pays lusophones, il n'y a pas à l'heure actuelle suffisamment de pharmaciens pour faire ce travail de promotion de leur participation dans l'administration. Ils sont inclus dans la logistique, dans la préparation et sur la pharmacovigilance après immunisation, mais pas au niveau de l'administration. Donc, merci beaucoup. Et je pense que donc l'intervenant suivant va pouvoir peut-être donner sa réponse. Donc, allumez votre micro. Portifa, oui, autant que j'aimerais
être d'accord avec Jamila là-dessus. On a en fait des nombres limités de pharmaciens qui couvrent, donc la couverture en termes de ressources humaines n'est pas suffisante, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est pas simplement ça. On a aussi des lacunes. Donc, en fait, la couverture vaccinale ne peut que souffrir lorsque l'on n'a pas forcément donc, les ressources humaines, mais aussi les ressources peut-être en termes de il faut qu'on puisse avoir un partage des tâches. Ce qui se passe actuellement, c'est que la réglementation n'est pas forcément juste sur la restriction et que les pharmaciens ne peuvent pas vacciner, mais c'est la manière d'interpréter en fait la réglementation. Donc, certains pensent que les médecins pensent que l'administration du médicament relève de leur responsabilité exclusive. Donc, c'est non. Donc, si on parle d'administration de vaccins contre la polio, l'antipoliomyélite orale, par exemple, c'est quelque chose qui va être fait, mais avec un peu de formation, il y a des compétences qu'on peut qu'on peut avoir, mais bon, ce qui arrive actuellement, je pense que c'est il faut qu'on fasse la promotion du fait qu'on peut partager les rôles et que en Afrique, on a vraiment un challenge très important en termes de vaccination, de couverture vaccinale auprès des adultes, parce que en fait, les adultes ne consultent pas dans les centres de santé primaires et ils peuvent aller dans les pharmacies et donc ça, c'est quelque chose qui est plus commun. Donc, si on arrive à les capter, on va dire, au niveau de la pharmacie, ça peut peut-être augmenter la couverture, mais il faut qu'on puisse promouvoir cette capacité ou ces compétences que peuvent acquérir les pharmaciens. Donc, je pense que c'est important ce que tu as dit par rapport à la législation, ce que disent les réglementations, les lois. Parfois, c'est très surprenant de voir quand on regarde les choses avec un regard, enfin avec un point de vue différent. Donc, les réglementations, les lois peuvent prohiber ou promouvoir cet accès. Donc, en fait, les professionnels de santé peuvent avoir cette capacité, ces compétences à administrer. Non. Donc, du Kenya. Euh, donc, le problème du nombre de pharmacies, oui, nous n'avons pas suffisamment donc de fournitures. Il n'y a pas de... Là, je suis désolée pour l'interprétation. Là, c'est coupé et je n'arrive pas à comprendre les phrases. Non. Désolée, je ne peux pas, je ne peux pas traduire parce que c'est impossible de comprendre.
to control WHO, who is also giving us Thank you, Dr. Adekola. And your audio was breaking up a bit, but I think we caught. Bon, merci beaucoup. Votre audio était un peu difficile. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et puis, prenez le temps de participer à la question de ce qui permettrait un meilleur accès dans votre région. Donc, participez au questionnaire, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez nous parler. Bon, on reviendra vers vous. Dr. Nyang, si vous voulez nous rejoindre et puis dire quelques mots. Merci beaucoup. Oui. Yeah. Enfin, je suis avec vous. Hein. C'était pas évident puisque il m'avait été envoyé un lien par lequel j'interviens en tant que participant, mais pas en tant que panéliste. Je pense que ça a dû être corrigé par l'intervention de notre frère Prosper, Dr Prosper, que je salue très vivement, pour s'être vraiment investi, pour nous permettre effectivement de partager une plateforme d'échange avec vous, ainsi que le Dr Didier Moulon. Vraiment, je salue cette initiative qui intervient, qui a un moment assez important dans la vie de l'officine, et surtout par rapport au profil du pharmacien. Je pense qu'il est important que les structures, bien les institutions, les structures ou bien des associations qui revêtent un caractère un peu statutaire et puis d'une dimension un peu internationale puissent poser par leur influence pour permettre aux pharmaciens quand même de jouer pleinement leur mission. Par rapport en fait à la campagne de vaccination, je pense que comme tout le monde vient de le préciser, le Sénégal également n'est pas en reste par rapport quand même à la stratégie vaccinale et tout ce qui peut permettre de faire face à la pandémie. Mais ce qui se pose d'un réel problème qui aujourd'hui constitue une préoccupation des pharmaciens, c'est leur implication dans les stratégies, leur implication dans la campagne de vaccination. Et je pense que c'est important. Il va falloir quand même aller plus loin si je pense que la FIP peut faire quelque chose dans ce sens-là pour pouvoir quand même interpeller les autorités étatiques, les autorités, les décideurs, pour que, en fait, que ces dernières se rendent compte de l'importance du pharmacien dans le système. Si nous prenons un pays comme le Sénégal, qui compte pratiquement 1200 pharmaciens, avec une géolocalisation qui renseigne sur la position du pharmacien au niveau du territoire national. Parce que partout où l'on va, on trouve un pharmacien. Je pense que les autorités ont beaucoup plus intérêt à s'appuyer sur des professionnels de cette dimension pour pouvoir quand même atteindre les populations les plus éloignées. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que des officines de pharmacie, avec tout le potentiel qu'ils ont en termes de réception, en termes d'accueil, en termes de sensibilisation, et qu'aujourd'hui, ces derniers sont laissés en rade par rapport à un système, par rapport à une stratégie qui concerne, qui vise les populations et qui leur permet quand même d'être préservés par rapport à des pandémies, par rapport à des maladies. Donc, on l'a posé. Je pense que ça a été une recommandation lors du forum pour que les officines de pharmacie soient enrôlés dans le système afin de leur permettre quand même d'intervenir et de pouvoir participer de manière efficace et de manière efficiente à la campagne de vaccination. Ne serait-ce que du point de vue de la rassurance, les pharmaciens, le simple fait d'accepter, le fait également d'intégrer, le fait de prendre en compte tout ce système constitue une assurance auprès des populations. Donc, il va falloir quand même s'appuyer sur cela pour le faire. Parce qu'un système est un tout. Il faut s'appuyer du niveau de compétence de l'ensemble des acteurs du système de santé pour pouvoir quand même en arriver à des résultats concrets. Les officines de pharmacie, on ne cesse d'en parler. Je ne sais pas par quel moyen, par quelle stratégie nous pouvons quand même parvenir à faire comprendre cela à l'autorité. Dans certains pays où le pharmacien migre vers
un autre statut de profil, un pharmacien clinicien, un pharmacien qui intervient maintenant dans l'observance thérapeutique, un pharmacien qui intervient, qui participe de manière efficace dans les campagnes de vaccination et autres. Donc, il ne faut pas que notre continent quand même demeure en reste par rapport quand même à l'évolution des missions des pharmaciens. Je pense que aussi la FIP doit pouvoir s'investir et puis vraiment créer, je ne sais pas, c'est un texte créé, je ne sais pas par quel moyen elle doit pouvoir quand même peser pour que ces pharmaciens-là soient enrôlés et impliqués, associés à tout ce qui se rapporte quand même, à tout ce qui concerne la vie politique d'une nation. On a posé le problème au niveau de l'UOMOA également, lors des ateliers où il est question de discuter des questions de droit par rapport au droit d'établissement et la libre circulation. Donc, on l'a posé également au niveau de l'UOPA, on l'a posé au niveau également du forum. Partout où on est présent, nous sentons le besoin et la nécessité d'avoir les pharmaciens dans le système de santé. Maintenant, ça dépend du bon vouloir des décideurs. Et je me demande en quoi peut constituer en fait un blocage ou bien une réticence à devoir quand même les impliquer davantage. Donc au Sénégal, c'est là où nous nous trouvons. La campagne se déroule. Les pharmaciens, malgré en fait toutes ces insuffisances et ces manquements, n'ont pas manqué de jouer leur partition pour quand même mieux sensibiliser les populations, pour mieux en fait les rassurer et pour en fait avoir été les premiers à se faire vacciner. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose, c'est un élément très important. Donc, je pense qu'il va falloir consolider davantage ces acquis-là et essayer de les atteindre au point de pouvoir satisfaire le mieux. L'autre élément pour lequel vraiment je tenais à... c'est quand un système évolue, il faut nécessairement que en fait, ces professionnels puissent se mettre en phase. Il y a donc en fait un besoin de mise à jour. Donc, à travers des formations continues, à travers également des données qui pourront permettre aux pharmaciens d'être au diapason de l'évolution du secteur au niveau international. Et aujourd'hui, de ce point de vue, je pense que la vaccination, certes, en fait, une revendication constitue également une préoccupation majeure, mais il est important aussi de doter ces pharmaciens-là de capacité à pouvoir faire face quand même à une telle stratégie, puisque l'environnement doit être approprié, tout ce qui se rapporte également à la sécurité du patient, tout ce qui se rapporte également à la sauvegarde également des déchets biologiques. Donc, tout ceci constitue en fait des éléments qui doivent quand même attirer l'attention de l'autorité, attirer l'attention des responsables des structures de la profession. Et ensemble, dans une démarche synergique, je pense qu'on peut parvenir à réaliser beaucoup de choses. Je pense que de ce point de vue également, le continent africain doit faire des efforts énormes pour que le profil du pharmacien puisse évoluer et ne pas quand même tout le temps le confiner dans une pratique qui est connue de tout le monde. Délivrer des médicaments, c'est limité à tout cela. Je pense que le pharmacien peut aller plus loin que cela. Il a toutes les compétences requises pour pouvoir effectivement participer de manière correcte même, à toute politique de santé en direction des populations. Very helpful. Thank you. Merci, monsieur. I just want to move on to... Je voudrais juste continuer et passer la parole, donner la parole aux autres intervenants par rapport aux questions que nous avons. Et donc, on sera heureux de revenir avec vous et je voudrais passer à la suite de la discussion et passer donc par rapport aux besoins de la pandémie, par rapport donc la réponse à la pandémie ou la réponse à l'endémie. La question s'adresse à moi ou bien c'est... Is the question... No, I was moving on. It's for the panelists. Non, c'est pour tous les intervenants. La question est pour tous les intervenants. Tout le monde peut participer. Merci beaucoup. Donc, l'idée, c'est en fait de passer d'une situation pandémique à une situation endémique. Et la question, c'est, et je voulais aussi dire que
Enzine, peut-être, est-ce que vous avez une expérience par rapport au mouvement, donc le passage de la pandémie à l'endémie? Donc, j'ai l'impression que vous avez été déconnecté temporairement. Donc, est-ce que vous avez une expérience de là? Enzine, s'il vous plaît, merci. Donc, je voulais juste dire que généralement, pendant la pandémie, par rapport à la vitesse et l'échelle et tout ça, et en termes de vaccination, le rôle des pharmaciens, le rôle joué par les pharmaciens, il y a eu de la vitesse et en fait, les pharmaciens ont été impliqués en termes de supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement. Les pharmaciens ont été impliqués par rapport à aux informations qui ont été données et au cours de la pandémie. Et puis tout ça, donc la vitesse et tout ça, c'est des choses, mais donc maintenant qu'on s'achemine vers la sortie, donc il y a toujours cet engagement. En fait, le focus aujourd'hui, c'est plus augmenter la couverture vaccinale. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est donc, il s'agissait d'une réponse rapide. Maintenant, il va falloir s'étendre. Et donc, par rapport à la réponse endémique, enfin la réaction sur l'aspect endémique, donc, on continue notre travail et ça reste important aujourd'hui. Donc, les dates d'expiration, donc la surveillance. Donc, il y a des questions nouvelles qui arrivent lorsqu'on passe en fait vers la situation de réaction à une endémie. Donc, je vais passer la parole aux autres panélistes pour voir ce qu'ils ont comme point de vue là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir soulevé ces points-là. Je pense que ce qu'on entend dans votre réponse et dans la réponse des autres, c'est que comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante et quel type d'assistance par rapport à la région africaine? Donc, en termes d'augmenter le taux vaccinal, augmenter les points d'accès pour inclure les pharmaciens. Et donc, je vais repasser la parole tout à l'heure, mais je voulais en fait dire comment augmenter les programmes de vaccination assistée par les pharmaciens. Donc, avant de passer la parole aux autres, je voulais juste vous rappeler en fait les activités du FIP, FIP, en fait FIP. On essaye de soutenir par la publication de séries, donc des guidelines, des outils de promotion, des guidelines locaux, donc des outils donc des outils d'évaluation des services pharmaceutiques dans les zones. Donc l'administration des vaccins, la fourniture. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre les liens dans le chat pour ces outils d'évaluation. Donc, des outils qui vont nous permettre de partager les meilleures pratiques également pour l'amélioration de l'accès.
par rapport au rôle que les pharmaciens peuvent jouer pour la mise en œuvre des vaccinations. Et très certainement, au cours des 2 dernières années, en fait, la promotion, le soutien, au programme de vaccination, et puis, en fait, l'accès et puis la durabilité, c'est-à-dire l'aspect écologique et développement durable de ces pratiques, vaccinales. Je voulais revenir, et repasser la parole. Donc je pense que la sensibilisation, est quelque chose de très important et c'est clé par rapport, au vaccin et je pense que vous pouvez en parler, en termes de l'amélioration de la vaccination de vos régions et donc je vais me mettre en pause, si certains d'entre vous, veulent, parler. Docteur Adekola, si vous voulez, allumer votre micro et répondre. Merci beaucoup, docteur. Euh, je pense que c'est une question très importante. Euh, donc, je pense que la FIP peut vraiment faire beaucoup de choses. D'abord, parce que la FIP donc, peut peser de tout son poids pour que, au niveau de l'OMS, l'OMS, qui est un corps très, très important, je sais donc par rapport aux pharmacies de ville, I will want to say that if FIP could get the same legal framework to be launched across, in the region, first and foremost, that will go a long way. Donc, I also know in 2019, we were at Ankara, where donc en 2018, on était à Ankara où la désolée, je n'arrive pas à comprendre parce que le son est mauvais. Declarations on commitment to primary, we did this in 2020, December 1st. Oh, okay. It's going Samuel, to have would you- more. Samuel, maybe just take off your visual and we'll just go with the microphone and that might help. Okay, you can hear me very well? Yes, much improved, Messi. Oh, okay. So what I was saying is that there's a need for Donc, il y a besoin. Donc, donc, primary care services, and one important among them is vaccination. So if we have these two events, is carried out, I believe is going to go a long way to assist the region in getting the issue of vaccination to the next benefit of our people in the region. Thank you. Thank you, Dr. Kalikali. Donc, merci beaucoup. J'apprécie votre réponse, mais j'avais dit que j'allais passer le micro à Dr. Souleymani, mais je voulais voir si vous pouviez répondre à la question de est-ce que le FIP peut travailler avec la région pour améliorer en fait la question des points d'accès. Et ensuite, on passera à la question suivante. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à notre expérience, en fait, on pensait que ce qui était le plus important, c'était de se focaliser sur la promotion par rapport, et puis aussi par rapport aux questions de la politique. Mais je crois qu'il faut qu'on se prépare, que l'on prépare un cadre, des outils de politique par rapport à donc la sensibilisation. Et il nous faut éduquer, il nous faut former les pharmaciens et il faut qu'on leur donne les bons outils pour qu'ils puissent être préparés au-delà du travail de promotion que l'on peut faire en tant que gouvernement.
même si dans la FIP, on fait ce travail de promotion, eh bien, on néglige peut-être la partie pratique et je crois qu'ici, ce que l'on voudrait mettre sur la table et ce que l'on cherche auprès de la FIP, c'est de travailler sur les recommandations, d'avoir des guidelines, en fait, comment renforcer ça du point de vue de la sensibilisation, du point de vue de l'éducation, parce que je pense qu'il y a une peur, il y a une peur de faire cette vaccination parce que c'est complexe et puis et qu'il peut y avoir des effets sur les patients et que c'est pas quelque chose sur lequel ils veulent avoir une responsabilité. Comment éduquer, comment travailler avec les pharmaciens pour gagner leur confiance et les aider du point de vue de, enfin, comment aider les organisations membres pour qu'ils disposent des outils et qu'ils essayent de s'assurer que lorsque les gouvernements nous permettront de pratiquer ceci et de mettre en œuvre du point de vue du pharmacien, c'est un engagement de leur part et voilà, comment les soutenir. J'apprécie vraiment, merci Dr Swalmi. Du point de vue du régulateur, lorsque on travaille sur cette question d'augmenter en fait la confiance du praticien et leurs compétences, ça c'est une question vraiment des points importants. Donc, Ezine, juste quelques points. Avant le Covid, il y avait peu de pays en Afrique qui permettaient aux pharmaciens de vacciner. South Africa, the pharmacists have vaccinated over 6 million people, and that shows that there is a need, clear need, and we can feel. En fait, il apparaît vraiment le besoin pour que les pharmaciens puissent participer. Donc, il y a un besoin de la politique, que la politique le permette, enfin que des politiques le permettent. Et je pense que les régulateurs sont conscients et qu'ils savent qu'il faut en fait harmoniser au niveau du continent africain les politiques. Et si nous pouvons avoir quelque chose comme ça dans le domaine de la vaccination, ça serait vraiment très utile. Parce que s'il n'y a pas de politique en place, ça sera difficile pour les gens de faire quelque chose. Parce que, en fait, voilà, la politique doit exister et puis ensuite, l'étape suivante, c'est la formation. Parce que si on ne sait pas, si on n'a pas été formé à le faire, eh ben, je ne le ferai pas. Pourquoi on a eu tout à l'heure la question de comment ça s'est passé au Sénégal. Pourquoi les gens ne viennent pas dans les pharmacies? Il faut se poser cette question et peut-être que la réponse, c'est simplement, voilà, les pharmaciens ne sont pas suffisamment formés à administrer cette vaccination. Donc, la formation, l'éducation sont très importantes. Et que ça soit standardisé, c'est une formation standardisée, pas simplement que les choses restent théoriques, mais les aspects pratiques de la vaccination. Il faut vraiment que tout ceci soit connecté, qu'il y ait une continuité dans la chaîne de valeur pour faire ça, que la formation, la pratique, la théorie et la pratique soient cohérentes. Donc, et là, au niveau de l'OMS, ils ont vraiment un levier important par rapport à cette question-là. Merci beaucoup. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a 3 domaines, la formation, l'éducation. Donc, en fait, il y a aussi dans les questions et réponses la question de quel curriculum, quelle formation est-ce qu'on peut lancer.
et ensuite que tout ça, voilà, que les pharmaciens reçoivent la formation jusqu'à ce point où le patient reçoit dans son bras la vaccination. Donc, Dr. Niang, Ouais. Si vous permettez, je voudrais rebondir par rapport à ces préoccupations qui sont soulevées, dont la première me semble être vraiment d'une importance capitale. C'est l'influence de la FIP, la Fédération internationale des pharmaciens, auprès des autorités politiques, pour pouvoir quand même permettre aux pharmaciens de se déployer dans le cadre de ces missions de santé publique. Je pense que, je l'ai dit l'autre jour, les associations ou bien les structures que nous créons au nom des organisations professionnelles doivent avoir en fait des statuts juridiques auprès des institutions internationales. En Afrique, je pense que l'OAS, la Commission santé de l'UEMOA, l'Organisation mondiale de la santé, je pense qu'aujourd'hui, c'est en arrivant à faire de telle sorte que la FIP puisse quand même intervenir à temps réel et se sentir impliquée dans les politiques de santé pour pouvoir jouer la médiation entre ces institutions ou bien ces organisations internationales et les pharmaciens. Je pense qu'il est important. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre la conférence internationale des ordres francophones pharmaciens qui aujourd'hui, en fait, je ne peux pas dire n'a de nom que par rapport peut-être à son existence, mais que doit être son impact dans la vie du pharmacien, que doit être son impact également dans le système de santé. Je pense qu'également, il y a lieu de réfléchir dans ce sens-là. Et une fois que cela est fait, donc, des recommandations et des résolutions pourront être appliquées par les autorités politiques, tout en leur faisant comprendre la nécessité vraiment d'inclure et d'associer le pharmacien. Je voudrais également rebondir sur un fait qui est assez important et qui constitue un blocage réel, le statut de l'officine de pharmacie. En réalité, les autorités sont tout à fait sceptiques à l'idée de permettre aux pharmaciens d'intervenir parce que le cadre n'est pas souvent approprié selon la vision qu'ils ont de l'officine. Il va falloir réviser le statut sur le plan juridique de l'officine pour essayer de trouver les moyens d'en faire un établissement de santé publique. Je pense que tant que cela n'est pas fait également aussi, il y aura de la réticence ou il y aura également des blocages pour permettre aux pharmaciens d'intervenir de manière responsable. L'autre élément, vous l'avez bien souligné, Thank you so much. I le appreciate profilage des your help. pharmaciens. Just very quickly, please. Oui, vous me suivez? Très vite, s'il vous plaît, très vite. Allez-y. Le profilage du pharmacien. Non, il faut qu'on aille vers les besoins de formation sont là. Il faut que le pharmacien soit également évolué en fonction de ce qui se fait par rapport au système de santé. La campagne de vaccination. Aujourd'hui, les officines de pharmacie doivent être dotées d'un potentiel qui devront leur permettre quand même de participer à la campagne de vaccination. Les pharmaciens également doivent être formés et que des mises à jour doivent être faites. Yes. Donc, par là où je termine, donc, ce sont les deux autres éléments qui constituent l'éducation et la sensibilisation. Il n'y a pas en fait un cadre beaucoup plus approprié que celui de l'officine de la pharmacie. Le pharmacien est suffisamment outillé pour pouvoir sensibiliser, convaincre. Parce que le niveau de fréquentation des pharmacies, s'il fallait faire l'évaluation par rapport aux autres structures de santé, je pense que quand même, il y a un équilibre réel. Parce que le premier accès, merci beaucoup, nous apprécions tout ça et nous pensons effectivement que nous devons avoir un impact. Il nous reste quelques minutes, on pourrait passer des heures à parler de ces sujets avec beaucoup de passion et d'intérêt et de désir et au final, tout ça, c'est pour pouvoir voir en fait, veiller aux intérêts du public. Donc, je vais passer la parole de nouveau à Jocelyne. Donc, merci, Dr. Gous.
cette réunion a été très, très riche et les présentations de différents pays et de différentes perspectives ont été très enrichissantes. C'est la vision de FIP, d'essayer de développer en fait la pratique pharmaceutique. Il faut que tous les pharmaciens puissent apporter des services, quel que soit leur pays, quelle que soit leur zone. Tout ce qu'on veut, c'est que, en fait, le soin pharmaceutique s'améliore dans toutes ces régions. Des discussions que l'on a eues, c'est que les questions qui sont soulevées, c'est le besoin d'un cadre, d'un environnement réglementaire pour améliorer les connaissances et les formations et pour que les pharmaciens eux-mêmes jouent leur part par rapport à la promotion et à l'éducation. Pour que les pharmaciens puissent fournir les différents services dont on parle. Et dans le même souffle, si la FIP peut développer des webinaires qui ont été demandés, qui sont nécessaires en réponse aux demandes des organisations membres et des membres eux-mêmes pour pouvoir leur donner les moyens d'apporter en fait le soin pharmaceutique. Donc, dans ce cas présent, on parle de vaccination, mais mes co-modérateurs ont parlé tout à l'heure des transformations qui ont eu lieu par rapport aux vaccinations. Donc, par rapport aux vaccinations, donc, il y a eu des conférences de la FIP en Argentine et une conférence au Royaume-Uni qui était, je crois, en Écosse, où il y a eu des séminaires où les personnes ont reçu en fait un entraînement, enfin une formation physique pour l'administration des vaccins et que si ça pouvait redescendre dans nos pays pour que l'on sache et que l'on reçoive ce qui est attendu de nous, pour que les pharmaciens puissent jouer pleinement leur rôle et puis qu'ils puissent faire partie du jeu. Donc, une fédération et pour tous les pharmaciens, c'est la définition de la FIP. Donc, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé et puis merci de nous avoir consacré votre temps et merci à tous les participants qui ont contribué aujourd'hui. Merci beaucoup.